J'ai reçu la consigne, on est à l'heure. Merci à tous d'être venus et nous sommes heureux de vous retrouver. On n'a pas eu l'occasion de se voir très souvent cette année. J'espère qu'on reprendra un rythme un peu plus soutenu pour des raisons qui ne dépendent pas nécessairement de notre volonté. Il y a eu notamment des problèmes pour avoir accès aux salles de l'Assemblée nationale. Et nous devons remercier Marie-France, où est-ce que tu es? Oui, je suis. Quel est le député que nous devons remercier? Jean-Pierre Decolle. Jean-Pierre Decolle, qui est un député UMP du Nord, tout en haut, et qui est maire de Dunkerque. Et c'est vrai que c'est très gentil à lui de nous avoir permis d'avoir ces salles. Et il a permis ça aux libéraux. Parce que nous sommes des libéraux, parce qu'ils aiment le libéralisme. Voilà. Et qu'à contrario, c'est très difficile d'en trouver un, justement, qui soit prêt à soutenir des initiatives libérales. Donc, bravo à lui. Bien, donc, je suis heureux de vous accueillir pour écouter notre ami Alain Laurent. Alors, je ne crois pas qu'il soit nécessaire de présenter Alain, tout le monde le connaît. En revanche, l'occasion de le faire venir, c'est la publication d'un livre. C'est pas lui, pour une fois, qu'il l'a écrit. C'est un certain Philippe Boulanger, mais comme il est directeur de collection aux Belles Lettres, c'est un livre qui vient d'être publié par les Belles Lettres. Jean-François Revel, La démocratie libérale à l'épreuve du XXe siècle. Alors c'est au fond pour nous associer aux hommages qu'on a rendus cette année à Jean-François Revel. Et Alain va nous évoquer la figure libérale, ou nous démontrer comment François Revel est un véritable libéral, par opposition à tous les produits un petit peu frelatés qui paraissent ici ou là. Et je dois dire que j'en ai moi-même été témoin et j'en ai moi-même bénéficié, puisque le succès que mon premier livre, Demain le capitalisme, a rencontré était largement dû à Jean-François Revel. C'est parce que Jean-François Revel avait écrit une chronique, une page dans l'Express en 1978, que le bouquin finalement a eu le succès qu'il a connu, et c'est vraiment ça qui l'a lancé. Alors c'est intéressant à savoir, parce que à la suite de ça, j'ai vraiment été soutenu par Jean-François Revel, qui m'avait demandé d'écrire, de participer aux chroniques des bouquins dans l'Express. Et puis l'Express m'avait demandé un lit d'article, un grand papier sur Hayek, qui a été publié comme, vous savez, les cover stories, qui a été publié en 1979, je crois, et je crois que c'était le premier grand article de vulgarisation qui a été publié dans la presse française sur Hayek. Et j'avais été coaché à l'époque par Olivier Todd, qui est bien connu, c'était un homme de gauche, qui n'a pas tout à fait les mêmes opinions que son fils Emmanuel Todd, mais qui m'avait vraiment bien soutenu pour écrire et publier cet article-là. Ça m'avait beaucoup intéressé. Et ma collaboration avec l'Express, qui était bien partie, a cessé assez rapidement, parce qu'un jour, on m'a demandé de faire la directrice, qui s'occupait de la chronique, c'était la femme de Luc Ferry. Je ne sais plus comment elle s'appelait, je ne me rappelle pas. La femme de Luc Ferry, et puis on m'a envoyé un jour un bouquin qui racontait l'histoire de la planification française. X-crise, comment ça s'était développé, l'histoire de DDF, l'école des mines et tout ça. Et excusez-moi, un bouquin, je n'allais pas raconter le bouquin. J'ai fait la seule chose que je pouvais faire, c'était faire une critique très acerbe du concept même de la planification à la française. Alors là, ensuite, l'article n'est pas paru, et je n'ai plus jamais entendu parler d'eux. Voilà l'expérience libérale je pense à cause de ça, on m'a immédiatement classé comme un ultra-libéral. Aujourd'hui, on peut aller plus loin. Aujourd'hui, ça ne poserait pas de problème pour le faire, mais à l'époque, ça posait encore pas mal de problèmes. Voilà, j'arrête d'évoquer des souvenirs ici et je passe directement la parole à notre ami Alain. Merci. Merci Henri. On va continuer sans doute à évoquer le bon vieux temps, n'est-ce pas? Puisque s'intéresser à Revel, c'est parcourir tout
à la fois le paysage et puis l'évolution politique, l'évolution intellectuelle de la France depuis la libération, pratiquement depuis 1945. Alors, effectivement, comme Henri vient de le dire, pour une fois, je ne viens pas en tant qu'auteur, mais plus précisément en tant qu'éditeur et même directeur de la collection dans laquelle ce livre est paru, puisque si on retire la jaquette, on voit apparaître quelque chose un petit peu plus connu maintenant. C'est une autre collection dont je m'occupe aux belles lettres, celle des penseurs de la liberté, où était parue il y a 18 mois ma propre biographie intellectuelle d'Aimé. L'auteur, en principe, aurait pu venir s'il était retenu par des obligations professionnelles lointaines, puisqu'il est actuellement directeur d'une alliance française en Bolivie, à Santa Cruz, à la limite des Andes et puis de l'Amazonie, pour que vous sachiez tout, ce qui rend un petit peu difficile le déplacement, ce qui a un petit peu nuit, ce qui aurait pu nuire, malgré tout ça s'est très bien pensé, à la promotion et au lancement du livre, puisque les médias aiment bien disposer d'un auteur. Si vous l'avez déjà en votre possession, ce livre, eh bien, je vous inviterai une pénible redite, puisque je vais adopter une autre approche que celle de Philippe Boulanger. Alors, quelques mots sur l'auteur, il le mérite bien. Moi, ça faisait très longtemps, comme éditeur, que j'étais à la recherche d'un manuscrit, d'un texte sur Jean-François Revel, parce que j'ai eu des liens très très forts avec Jean-François, que j'avais connu en 1978, ça ne nous rajeunit pas. On s'est retrouvés ensemble dans un organisme qui portait un nom tout à fait curieux et très séduisant, le Ciel, Comité des intellectuels pour l'Europe des libertés, qui était présidé par Raymond Aron, et on était quelques-uns donc à l'animer, et notre propos c'était d'engager une lutte implacable contre l'idéologie marxiste qui imprégnait pratiquement tous les secteurs intellectuels en France. Et puis, je lui dois d'ailleurs beaucoup, parce que c'est lui qui avait contribué, un petit peu comme il avait fait pour Henri, mon livre de l'individualisme en 1985, il avait fait venir des photographes du Point, le livre s'appelait De l'individualisme, évidemment, ça m'a contraint, j'enseignais la philosophie dans un lycée de la banlieue parisienne à l'époque, et j'ai fait un coming out involontaire, et quand on s'est aperçu que j'étais un affreux individualiste libéral, puisque c'était l'époque où Mitterrand était président, évidemment ça provoquait quelques remous. C'est également à Jean-François que je dois d'avoir obtenu un prix de philosophie politique de la part de l'Académie française. Ça s'est passé évidemment à partir du moment où lui-même était académicien. Donc voilà pour ces liens très forts. Puis on s'est toujours trouvé, c'est rare que ça puisse arriver, en communion d'idées pratiquement à 99%. Mon seul problème, c'est qu'à chaque fois que j'avais une idée, eh bien, je la retrouvais le lendemain ou le surlendemain déjà exprimée dans l'Express et puis surtout dans Le Point. Voilà donc pourquoi je cherchais à tout prix à publier quelque chose sur Revel. Alors l'occasion s'est présentée avec Philippe Boulanger, puisque celui-ci, il y a 2 ans, a soutenu sa thèse de doctorat en sciences politiques, donc à la fois à Sciences Po et dans une université parisienne. Évidemment, lorsque le jury l'a déclaré admis, avec la mention très honorable, aussitôt, ils se sont tournés vers moi en disant il serait bien qu'un éditeur publie cette excellente somme. Voilà qu'elle fait, on l'a dégraissé, et voilà le résultat. Alors, comme il s'agit d'une thèse, parfois c'est, je ne dirais pas un petit peu aride, mais c'est quelque chose qui suppose une approche extrêmement minutieuse, extrêmement documentée, mais c'est ça l'avantage de l'ouvrage, c'est que tout est validé par d'innombrables références, et c'est une approche qui ne sera pas tout à fait la mienne pour 2 raisons. À juste titre, Philippe Boulanger, l'auteur du livre, s'est beaucoup intéressé à tout, l'intérêt que portait Revel à la géopolitique, à la politique internationale. Il faut dire qu'on était à l'époque où l'URSS était toute puissante et où cela avait de fortes incidences sur la manière dont se passaient les choses. Et d'autre part, c'était voulu par la logique de la thèse, il a privilégié une approche transversale, une approche thématique. Pour moi qui suis pas simplement philosophe, mais historien des idées,
je préfère vous proposer une sorte de généalogie parce que ça permet de mieux suivre quelque chose qui est fondamental à mes yeux, vous allez vite comprendre pourquoi d'ailleurs, c'est l'évolution intellectuelle de Revel. Donc je vous propose d'abord une sorte d'archéologie, un flashback assez considérable, on va retourner aux années 70, et puis on va voir comment ça s'est passé. Mon propos sur le fond sera également le suivant. Qu'est-ce qui a fait que Jean-François Revel, qui vous allez le constater, n'était pas libéral au départ, l'est devenu et ensuite est devenu sans doute la principale voix libérale en France, en tout cas dans le domaine des médias. Ma thèse, si je puis dire, c'est qu'il y avait en lui, sur le plan philosophique, dès l'origine, une sorte de logiciel extrêmement intéressant, j'en parlerai tout à fait à la fin pour qu'on comprenne son évolution, et c'est la logique de ce logiciel qui repose sur un respect intégral des faits, d'une part, et deuxièmement, le rejet absolu de tout ce qui est idéologie, c'est ça qui l'a amené peu à peu à se convertir, le mot n'est pas trop fort, à la pensée libérale. Alors, tout commence à la fin des années 60. Alors, je n'ai pas voulu apporter, pour ne pas alourdir mon propos, ni les livres en question, mais beaucoup d'entre vous connaissent les premiers très vastes succès médiatiques et de librairie de Jean-François Revel. Il y a eu en 1970 « Dit Marx, dit Jésus », par exemple, et il y a eu en 1976 la célèbre « Tentation totalitaire ». Mais lorsqu'on les lit, moi je me suis amusé à tout reprendre pour justement bien suivre l'évolution de Revel. Quand on lit par exemple « Ni Marx, ni Jésus », eh bien, là je vais être précis dans mes références. Par exemple, à la page 93 et suivante, il se prononce en faveur d'un gouvernement mondial. Aux pages 27 et 123, il dévoile sa proximité avec le socialisme. Il pense par exemple à la page 109 que c'est grâce au socialisme qu'on pourra parvenir un jour à ce qu'il appelle la démocratie économique. Et alors il commet un contresens, d'ailleurs à la page 259, il pense que le libéralisme implique une intervention de l'État. Il y a quelques autres choses, par exemple, que c'était l'époque, donc comme son nom l'indique, ce titre, il s'agissait d'une chronique essentiellement axée sur ce qui s'était passé aux États-Unis depuis 1965, c'est-à-dire depuis qu'il y avait eu les révoltes étudiantes, en particulier à Berkeley, pour les plus âgés d'entre nous, ça rappellera sans doute quelque chose. Et puis c'était l'époque aussi où c'était les candidats du Parti démocrate, comme McGovern par exemple, qui tenaient le haut de l'affiche. Et à cette époque-là, Revel, par exemple, écrit ceci, c'est même dans l'introduction à Dit Marx, dit Jésus, je le cite, le monde va vers le socialisme. Et il disait ça d'une façon tout à fait approbative. Aux États-Unis, il avait constaté que l'adversaire de McGovern était Goldwater, et Goldwater qui a été dénigré partout en France, et qui était traité de fou, de fasciste, etc. Eh bien, Revel était également opposé à Goldwater, qui traitait de partisans de l'extrême droite, alors que Goldwater a été un candidat, pour ainsi dire, quasi libertarien. Alors confondre le libertarianisme et l'extrême droite, c'est tout à fait fâcheux. Donc nous avons un Jean-François Revel qui, en 1970, avec Ni Marx ni Jésus, est encore très proche d'une part de la social-démocratie. C'était un ami de Mitterrand à ce moment-là. Il s'était d'ailleurs présenté comme candidat de la Fédération de la gauche démocrate et socialiste, la FGDS, qui était donc le parti de François Mitterrand. Et puis, j'ai relevé aussi qu'à la page 259, il est bien question du libéralisme, mais il l'emploie tout à fait au sens américain du terme, le libéralisme, c'est-à-dire quelque chose qui est proche du gauchisme, et ce qu'on appelle aux États-Unis littéralement le radical chic, c'est l'équivalent pour nous de la gauche caviar. En 1976, 6 ans plus tard, il publie donc La Tentation totalitaire, alors qui a eu
non seulement un succès retentissant sur le plan médiatique et éditorial, mais également qui a été quelque chose d'extrêmement important sur le plan des idées, puisque c'était essayer de démontrer en quoi, justement, non seulement l'URSS était, parce que c'était pas évident du tout à l'époque, vous vous en souvenez peut-être, encore une fois, pour les plus âgés d'entre vous, en quoi l'URSS était ni plus ni moins qu'une dictature totalitaire, mais deuxièmement, ça s'adressait également à tous ceux qui étaient partisans de l'URSS, en premier lieu les communistes et leurs divers satellites. C'est pourquoi d'ailleurs le livre a été très mal reçu à gauche. Il commençait un peu à titiller à l'époque les socialistes sur ce plan. Eh bien, à la page 11 de la tentation totalitaire, on retrouve la phrase « Le monde va vers le socialisme ». Mais il commence à prendre soin en disant « Le socialisme, c'est l'opposé du communisme », puisque vous le savez tous, la marque de fabrique à cette époque-là de Revel était déjà l'anticommunisme. Et lorsqu'il est décédé en 2006, on a eu tort, à mon avis, et on va voir aussi pourquoi, de le réduire à cette étiquette de pamphlétaire anticommuniste, comme s'il n'avait fait que cela pendant sa vie. Il nous reparle du gouvernement mondial, il prétend qu'il y a socialisme économique. À la page 59, il dit ceci: le socialisme va mettre l'économie au service de l'homme. Donc vous voyez, il est encore extrêmement proche du socialisme, à tel point que si on se reporte à la page 4 de couverture, vous savez, celle qui résume le propos d'un ouvrage, eh bien, on voit en effet que c'est une tentative pour Revel de montrer que le socialisme doit être exempté, en effet, de tout soupçon de tentation totalitaire. Comme dans l'ouvrage précédent, il parle... Alors, il dit, par exemple, c'est sa conclusion, nous risquons, nous souhaitons aller vers ce qu'il appelle, je le cite, un néo-socialisme. Donc, voilà. Le moins qu'on puisse dire, c'est donc que Revel revient de loin. Beaucoup d'autres sont revenus de bien plus loin. Tous ceux qui étaient soit des communistes, soit des marxistes, soit des compagnons de route du parti. Donc lui, déjà, les dégâts étaient limités. Il n'était que social-démocrate. Alors, ce qui est intéressant, c'est tout de même, compte tenu de la profondeur de sa pensée et de cette notoriété, de voir comment il a quitté ses rivages socialistes et ses rivages sociaux-démocrates. Ici, il faut se reporter à l'histoire politique et quelque peu intellectuelle de l'époque. Donc nous sommes en 1976. Et dans les années immédiates qui suivent, se conclut quelque chose qui a joué un rôle extrêmement important en France à l'époque, c'est la préparation de la conclusion du programme commun et de l'alliance entre les socialistes et les communistes. Et jusqu'alors, Revel, donc, qui se trouvait plutôt du côté des socialistes, n'a pas pu admettre que Mitterrand fasse alliance avec les staliniens. Et pour lui, c'était une immense déception et une immense colère également à l'égard des socialistes. C'est à ce moment-là qu'il commence à virer sa cutie. Dès le début... Alors, il y a un épisode important, d'ailleurs, qui se passe, parce que, implicitement, Henri faisait allusion tout à l'heure. Jusqu'alors, Revel publiait ses chroniques dans l'Express, et en 1980, l'Express a publié, donc on préparait la campagne présidentielle de 80, là où Mitterrand a été élu, et l'Express a publié sur sa couverture un dessin qui représentait d'une part Giscard d'Estaing et d'autre part Mitterrand. Et celui qui avait fait le portrait de Giscard l'avait fait avec des rides, ce qui fait que Goldsmith, le propriétaire de l'Express, est entré en éruption et a reproché à l'Express d'avoir implicitement, par l'image, favorisé Mitterrand. À ce moment-là, Jean-François Revel, par déontologie, a soutenu ces journalistes, ça s'est gâté, et à ce moment-là, il abandonne l'Express, il est passé au concurrent de l'Express, le Point qu'il n'a plus quitté pratiquement jusqu'à ses derniers jours. Et c'est en devenant chroniqueur du Point qu'il devient un chroniqueur fiefé, si l'on peut dire, un fiefé chroniqueur et combattant libéral. Alors, ce qu'il reproche
à partir de ce moment-là, aux socialistes, puisque c'est au fond ce qui est passionnant dans son évolution, ce sont les rapports qu'il a entretenus en effet, pas simplement avec le Parti socialiste ou avec Mitterrand, mais avec l'idée socialiste en général. Il critique l'interventionnisme économique, l'interventionnisme de l'État et cette espèce d'éruption de l'étatisme qui se produit avec l'arrivée des socialistes au départ. Et dès 1981, il publie un petit livre qui rappellera aussi des souvenirs à nombre d'entre nous. Ça s'appelle « La grâce de l'État ». Et c'était à l'opposé, c'était pour prendre le contre-pied de ce que tout le monde appelait l'état de grâce, évidemment, qui suit l'élection d'un président. Et c'est dans les 3-4 mois qui ont suivi l'arrivée de Mitterrand au pouvoir que, en effet, Revel se jette dans la bagarre. Alors, quand on jette un œil sur la grâce de l'État, donc en 1981, il n'y a pas encore de conversion explicite au libéralisme, mais elle intervient par défaut, par la critique virulente qu'il adresse à tout ce qui est les nationalisations qui sont survenues à l'époque, à la hausse brutale des impôts, à ce qu'il appelle l'État mégalomane, etc. Et alors, il y a un éclairage intéressant sur ce qu'il a fait évoluer. Il dit ceci dès les premiers chapitres de La grâce de l'État. Les faits sont réactionnaires, évidemment, il faisait semblant d'adopter l'idiome socialiste. Les faits sont là, vous avez coulé l'économie française, vous vous ralliez à une idéologie qui a fait son temps, d'une part, et également, il disait, les mots sont têtus, puisque, en effet, toute la passion intellectuelle de Revel, c'était cette sorte de dialogie entre les mots et les faits, adopter les mots qui conviennent en respectant les faits. Peu de temps après, enfin quelques années plus tard, il publie un recueil de toutes ces chroniques qui sont parues dans Le Point entre 1980 et 1984. Ça s'appelle, alors là c'est explicite, Le rejet de l'État. Et c'est dans la préface qu'il fait de cet ouvrage qu'il commence à véritablement parler de libéralisme. Autrement dit, il a d'abord été libéral sans trop le dire à partir de 77-78 et à un moment donné, à cause en effet de l'alliance socialo-communiste, eh bien il adhère complètement à cette mutation intellectuelle en lui. Par exemple, dans la préface qu'il a faite à cette occasion, à la page 15, il parle de l'irruption du libéralisme. Il est, comme il le dit d'ailleurs aussi à la page 37, partisan d'un, je le cite, d'un libéralisme tempéré. On va voir qu'il va diablement se radicaliser par la suite. C'est dans cette période, au fond, cette période d'incubation du libéralisme, où il lit véritablement beaucoup, qu'il prend conscience de quelque chose qu'il va décliner sur tous les tons ensuite, pendant au moins une vingtaine d'années. Alors cette quelque chose ne va pas vous bouleverser, puisque je pense que pour la plupart d'entre vous, ça va de soi. Mais ça n'allait pas du tout de soi à l'époque, ça ne va pas du tout de soi, même encore actuellement, pour l'immense majorité des politiques et des intellectuels français. Alors, ce que va développer et soutenir à partir de ce moment-là Revel, c'est il n'y a pas de dichotomie, il n'y a pas la moindre opposition entre le libéralisme politique et le libéralisme économique. Ils n'en font qu'un. Alors, j'ai relevé d'ailleurs un certain nombre de citations de lui, là j'ai fait tout de même une coupe pour aller jusqu'à pratiquement ces derniers temps, mais donc dès janvier 85, il écrivait ceci. La gauche dit souvent oui au libéralisme politique, non au libéralisme économique. C'est absurde. La liberté politique et les libertés individuelles reculent inévitablement lorsque les décideurs économiques perdent leur indépendance au bénéfice des décideurs politiques. Quand vous savez qu'encore actuellement, l'énorme majorité des politiciens en France soutient l'inverse, oui, c'est bien, on est pour le libéralisme politique, mais tout de même cet affreux libéralisme économique, eh bien vous voyez tout de même que Revel, hors de petits comités très réduits des libéraux à l'époque, n'est-ce pas, que nous étions, a été la première grande voix en France à s'élever contre cette supercherie. Il n'y a pas de dichotomie, il n'y a pas d'hémiplégie au sein du libéralisme. La liberté politique et la liberté économique s'impliquent mutuellement. Le libéralisme est un,
et il n'y a pas 36 libéralismes qui s'affronteraient. Voilà ce qu'il commence à répéter sur tous les tons et surtout à démontrer dans ses chroniques avec un luxe d'exemples et évidemment dans ses livres. Il conclut d'ailleurs, c'est une chronique qui était parue dans Le Point en janvier 85, je suis en train de citer, sur le caractère inséparable du libéralisme politique et du libéralisme économique. Ensuite, il a redit ça. Alors j'ai quelques autres citations qui sont intéressantes. Par exemple, dans le Regain démocratique en 1992, il écrit ceci: les échecs du communisme et du développement dirigé ont redonné une position dominante à la conviction qu'on ne peut pas séparer les deux versants du libéralisme, le libéralisme politique et le libéralisme économique. Au cours de l'hiver 98-99, dans la revue Commentaire, à laquelle il contribuait très, très souvent, il écrit encore ceci: il n'y a pas de liberté politique sans liberté économique. Il y avait deux arguments pour soutenir cette assertion, qui, encore une fois, pour nous, va de soi. C'est que, d'une part, un individu, un citoyen, ne peut pas être réellement libre s'il dépend de l'État pour sa rémunération, si l'État l'entrave dans ses initiatives, etc. Autrement dit, pour être véritablement libre sur le plan politique, il faut en même temps, ou peut-être même préalablement, disposer d'une indépendance économique. Évidemment, on pourrait ajouter à tout cela tout ce qui est lié au clientélisme électoral lorsque c'est l'État qui a les clés de l'économie. Moi, j'ai souvent proposé, pour ma part, un exemple très concret qui peut dire si sur le plan fiscal, si ça relève du domaine de l'économie ou du domaine politique. C'est bien de la liberté politique, puisque lorsque la fiscalité s'empare de nos revenus, ça veut dire que nous ne sommes plus dépositaires d'un droit de propriété sur ce que nous avons produit, sur ce qui nous revient de droit. Or, que l'on sache, le droit de propriété sur ce que l'on a produit, c'est quelque chose, et le droit de propriété en général, évidemment, c'est quelque chose qui est largement autant politique que économique. Et alors, Revel a même, à la fin, poussé la provocation, évidemment, pour tous les antilibéraux qui foisonnent partout, jusqu'à dire dans son dernier ouvrage, la célèbre Obsession anti-américaine, la liberté économique est la mère de la liberté politique. C'est-à-dire qu'il a pratiquement renversé la relation entre les deux. Alors voilà, ça c'est donc un aperçu transversal, une thématique qu'il a déclinée sur tous les tons et qui permet en effet de valider ce qui était l'intitulé de cette conférence, Jean-François Revel, libéral intégral. On ne peut pas séparer ces deux aspects. On entre ensuite dans une période où, non content d'affirmer tout cela, il va essayer de l'approfondir, de l'argumenter et de l'établir à partir d'une collection de faits. Alors, la pleine adhésion de Revel au libéralisme à part entière, aussi bien économique que politique, elle se fait lorsqu'il publie en 1988 La connaissance inutile. Je passe rapidement sur la connaissance inutile parce que je ne veux pas me répéter sans arrêt. J'y reviendrai malgré tout à la fin de mon propos parce que c'est dans cet ouvrage qu'il a le mieux développé les raisons de son hostilité absolue à l'idéologie, à l'approche idéologique du monde. C'est tellement important parce que c'est là que l'on comprend comment et pourquoi il évoluait que j'y reviendrai spécialement. Et puis c'est en 1992, avec le Regain démocratique, que là, il assume totalement cette conversion libérale. Alors quelques exemples tirés donc du Regain démocratique. Alors là, c'est pratiquement un ouvrage qui est écrit, je dirais, pour à la gloire et pour illustrer la validité et presque la validité exclusive du libéralisme. Il se propose par exemple de réhabiliter le libéralisme économique. Il écrit à la page 42, il fallait le faire aussi à l'époque, le libéralisme émerge comme meilleur système politique et social connu.
Il commence à adopter l'idiome des libéraux en s'en prenant, je le cite, aux gens de l'État, à l'État maximal. Il soutient que l'ingénierie sociale ne conduit qu'à des catastrophes. Il commence à célébrer la révolution libérale de Thatcher et Reagan. Or, pour un intellectuel français, comme pour un politique d'ailleurs, s'affirmer thatcherien et reaganien, c'est pratiquement courir au suicide, mais ça, il s'en foutait totalement, et il prenait même un malin plaisir à provoquer tous les imbéciles qui, en effet, s'alarmaient de tout cela. Et là, il accroît sa charge contre le socialisme, qu'il qualifie, je le cite à nouveau, de construction théorique antérieure à l'expérience, et pour lui, quelque chose qui est antérieur à l'expérience, c'est ipso facto condamné. Revel était un rationaliste de la meilleure espèce, c'est-à-dire quelqu'un qui était en même temps soucieux des faits, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire quelqu'un qui accordait une grande place à la saisie empirique du réel. C'est là d'ailleurs qu'on connaît le véritable rationnel. Le rationnel est celui qui reconnaît le réel. Et c'est le procès d'ailleurs que sans cesse Revel fait de l'idéologie, et évidemment par conséquent du socialisme. C'est là, je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'il reprend cette équivalence entre liberté politique et liberté économique. Et il conclut cet ouvrage, je parle toujours de regard démocratique, en osant dire, si l'on peut dire, que, premièrement, le marché est lui-même une forme de démocratie. Alors que vous pensez à tous les anathèmes qui s'abattent encore sur le marché actuellement, vous voyez quel est le chemin qui nous reste à parcourir, enfin qui reste aux autres que nous à parcourir. Et puis la conclusion, c'est le capitalisme libéral et démocratique n'est pas le meilleur système, il est le seul. Ça balayait tout le reste, enfonçait le socialisme. Vous voyez quel était le degré de haute provocation de son propos. C'est un miracle, même qu'il ait pu être élu à l'Académie française. Il y a peu de cabale contre lui, comme c'était le cas pour Finkielkraut, malheureusement, il y a quelques semaines. Évidemment, il a joué de sa notoriété. Et puis, sa conclusion, c'est que il redoute que le socialisme revienne en France parce que, je le cite, ce serait un châtiment excessif pour les Français. Ouais, je considérais le socialisme comme un châtiment peut-être pas tout à fait divin. Et on arrive, je dirais presque à l'apothéose, où, alors là, c'est pratiquement la charge de la cavalerie légère, avec ces deux ouvrages de la fin. Attendez, je suis perdu dans mes références. Oui, alors il y a d'une part, en 2000, la Grande Parade, et la Grande Parade, elle est vouée, cet ouvrage est voué à disculper le libéralisme, qui est le sujet principal du livre d'ailleurs, de toutes les accusations qui ont été proclamées contre lui. Par exemple, il dit lorsqu'on parle en France, ça n'a pas du tout évolué de ce point de vue-là, lorsqu'on parle en France, c'est évidemment uniquement de l'ultra-libéralisme. Évidemment, il fusille cette manière de s'exprimer. Il y a quelque chose d'autre qui est intéressant aussi dans cet ouvrage, c'est qu'il redéveloppe, et là il faudra que je retrouve les citations qu'en principe j'ai préparées, oui, puisqu'il s'appesantisse sur la problématique du libéralisme. Il commence à comprendre qu'il y a un faussaire, qu'il y a un imposteur dans ce domaine, c'est tout ce qui conduit à utiliser et à essayer de diffuser en France l'acception américaine du terme libéralisme. Vous savez que libéralisme, aux États-Unis, ça signifie, et je vais donc vous donner lecture de quelques propos de Revel là-dessus, c'est exactement l'inverse de ce que nous, en Europe et surtout en France, nous entendons historiquement par libéralisme. Aux États-Unis, libéralisme, c'est l'équivalent de, dans le meilleur des cas, de social-démocrate, dans le pire des cas, c'est une succursale du gauchisme. Et Revel commence à dénoncer cette mystification. Et alors, par exemple, il faudrait que je retrouve ce qu'il avait dit à cette époque-là. Oui, dès 1988, dans La connaissance inutile,
Alors là, c'est l'ensemble qui mérite d'être lu. Il dit ceci. Ainsi, les termes libéral et libéralisme signifient sur un bord de l'Atlantique le contraire exact de ce qu'ils signifient sur l'autre. Je vous fais remarquer qu'actuellement, dans pratiquement toute l'université, j'en sais quelque chose parce que je passe mon temps à me bagarrer contre ça, lorsque quelqu'un ose parler du libéralisme, c'est presque nécessairement du libéralisme au sens gauchi américain. Et alors, à quoi ça sert? Ça sert à désigner le vrai libéralisme, celui que nous connaissons, comme étant un affreux néolibéralisme, qui aurait évidemment défiguré complètement, contredit le vrai libéralisme selon. Et deuxièmement, ça sert à qualifier l'ensemble constitué par le libéralisme politique et économique d'ultra-libéralisme. Voilà le sens de la manœuvre. Et vous trouvez ça partout dans toute la presse, pratiquement, même parfois dans la presse de droite, au Figaro, vous le trouvez aussi au Point. Et j'ai mieux vous dire que lorsque des universitaires ou des intellectuels en France parlent de libéralisme, c'est malheureusement de plus en plus dans ce sens-là. Alors ça n'avait pas échappé à Revel dès 1988, il fallait le faire. Alors, il dit ceci, donc le contraire exact signifie sur l'autre. En Europe et en Amérique latine, un libéral est celui qui révère la démocratie politique, j'entends celle qui impose des limites à la toute-puissance de l'État. Excellente définition du libéralisme politique, parce que la plupart du temps, là aussi, c'est une notion qui est tout à fait galvaudée et caricaturée. Le libéralisme politique, si l'on croit tous ceux qui s'expriment, ou presque tous ceux qui s'expriment sur le sujet actuellement, c'est ma foi la social-démocratie. Lorsqu'on sort de la social-démocratie, évidemment, on renie la liberté en politique. Donc retenez bien ces définitions reveliennes, tout à fait excellentes. Le libéralisme politique, c'est s'opposer à l'intrusion et à la toute-puissance de l'État. Donc j'entends celle qui impose des limites à la toute-puissance de l'État sur le peuple et non celle qui favorise. C'est en économie, toujours les deux versants, un partisan de la libre entreprise et du marché, bref, du capitalisme. Toujours cette volonté d'utiliser les termes vrais, mais qui sont en même temps les termes qui fâchent. C'est enfin un défenseur des droits de l'individu. Il croit à la supériorité culturelle des sociétés ouvertes et tolérantes. Aux États-Unis, un libéral tout le contraire. Il soutient l'intervention massive de l'État dans l'économie et dans la redistribution autoritaire des richesses. Ça, c'est aussi un autre thème favori de Revel, on ne finira pas, sans prendre. Après avoir été longtemps un partisan de l'État-providence, peu à peu il a compris quelle horreur se dissimulait dans l'État-providence, puisque l'État-providence repose évidemment sur le pilier de la redistribution, et peu à peu, Revel s'en est prêt aussi à la redistribution autoritaire. Or, vous savez qu'en France, même actuellement, le match entre la gauche et la droite, c'est uniquement celui qui va redistribuer le mieux. Vous le savez tous pour la gauche et les socialistes, mais pour la droite, qu'est-ce qu'on nous dit ? Avant de redistribuer, il faut produire. Évidemment, les socialistes ont oublié. Mais du point de vue de la droite étatique actuellement, on ne produit que pour redistribuer. On ne produit pas du tout pour faire du commerce, on ne produit pas du tout pour répondre à une demande, etc. Non, tout cela n'existe pas. De même pour la croissance, n'est-ce pas? Il faut que la croissance revienne avant que l'on songe à redistribuer. Eh bien, Revel était l'un des rares, hors de nos maigres rangs, à avoir compris où était la supercherie, donc cette opposition à la redistribution autoritaire des richesses. Et il conclut à propos des libéraux américains, il sympathise avec les régimes socialistes plus qu'avec le capitalisme, en particulier avec le tiers-monde. Un libéral américain penche pour la thèse marxiste sur le caractère illusoire des libertés politiques lorsque l'égalité économique ne les accompagne pas. Et pour montrer qu'il avait de la suite dans les idées, dans la grande parade, à la page 34, il dit ceci. Les libéraux désignent, on le sait, aux États-Unis, une sorte d'extrême gauche du Parti démocrate. Sans être organisé politiquement, ce libéralisme, entre guillemets, exerce une influence diffuse mais souveraine grâce aux places fortes qu'il commande dans la presse, l'édition et les universités. On se croirait en France, n'est-ce pas? C'est évidemment le contraire du libéralisme au sens classique, lequel d'ailleurs en Amérique répond la dénomination de classical liberalism pour éviter la confusion. Et il indique d'ailleurs
à chaque fois que, désormais pour lui, lorsqu'il parlera du libéralisme au sens américain, il mettra des guillemets pour bien faire comprendre à ses lecteurs que c'est l'antithèse absolue du libéralisme. Alors, si pour vous, libéralisme au sens américain, c'est vague, eh bien, je vous renvoie aux écrits d'un certain John Rawls, n'est-ce pas, qui fait l'admiration de la gauche, et hélas parfois de certains à droite, nous savons de qui nous parlons, n'est-ce pas, mon cher Henri. Donc voilà la supercherie qui est dévoilée. Alors, j'en viens à son dernier ouvrage, celui qu'il publiait de son vivant, en 2002, il n'y a pas si longtemps que cela, donc une douzaine d'années, L'obsession anti-américaine. Et là, c'est par le détour de la critique de l'anti-américanisme, sur lequel il faut dire un mot d'ailleurs, puisque l'anti-américanisme à l'époque n'a pas tout à fait le même sens qu'actuellement. Pendant longtemps, l'anti-américanisme en France, dénoncé par Revel, c'est celui qui identifiait les États-Unis à Reagan ou aux républicains. Alors depuis que c'est Obama, l'anti-américanisme a pratiquement changé de camp actuellement, et on trouverait facilement beaucoup plus d'anti-américains à droite qu'à gauche, par les temps qui courent, surtout par exemple du côté du national-social-étatisme, qu'on appelle vulgairement souverainisme, ou dont les auteurs actuellement sont en train de se déchaîner contre les États-Unis. Alors, je ne pas de citation parce que c'est quelque chose qui affleure dans pratiquement toutes les pages. Je rappellerai simplement que c'est à cause de cet ouvrage-là que l'ALEPS, n'est-ce pas, que nous connaissons bien avec Henri, sans doute plusieurs d'entre vous, eh bien que l'ALEPS avait décidé de lui accorder l'année suivante le prix du livre libéral, qu'il avait très volontiers accepté. Il se fichait absolument que s'adressent les grincheux, les tordus, etc., contre lui. Et la dernière fois qu'il est intervenu en public, c'était le 18 juin 2003. Il participait à un colloque qui avait été organisé par Madelin, d'ailleurs, à la Sorbonne, qui s'appelait Parcours du libéralisme français du 19e au 21e siècle. Ça a été publié quelques années plus tard dans un livre qui s'appelle Psychanalyse de l'anti-libéralisme. Et la contribution de Revel, il était tout de même venu parce qu'il commençait à être assez mal portant à ce moment-là. Eh bien, c'était à la gloire du libéralisme. Alors voilà, donc le cheminement de son évolution avec ce rôle, avec, vous voyez, deux facteurs qui ont beaucoup joué. Sa fureur de voir le socialisme démocratique se renier en faisant alliance avec les staliniens et recourir à un interventionnisme complètement contre-productif et totalement scandaleux à ses yeux, avec un coup de réglementation, nationalisation et de fiscalité délirante, etc. Et puis aussi, j'y reviendrai dans ma conclusion dans peu de temps, au souci des faits, puisque selon Revel, tous les faits plaident où que l'on porte son regard contre le socialisme et en faveur du libéralisme. Oui, moi j'ai pratiquement. Oui, il y a peut-être deux ou trois points que simplement je vais ajouter, si je fais quelques petites saisies transversales, dont je vous ai déjà parlé de tout ce qu'il dit autour du refus de dissocier l'économie et le politique. Il faudrait aussi beaucoup insister sur son soutien explicite à l'individualisme. Or, si vous cherchez des auteurs qui soutiennent l'individualisme en France, eh bien, vous risquez de courir longtemps, c'est encore plus rare que pour le libéralisme. Donc, j'ai dit tout ce qui convenait au propos de sa passion à fustiger le libéralisme au sens américain du terme. Et encore deux points que je pourrais souligner, c'est le fait qu'il s'en est pris de plus en plus souvent, à partir de l'arrivée des socialistes au pouvoir, à l'exception culturelle à la française, puisque pour lui, le fait que l'État se mêle d'intervenir dans le domaine culturel était pratiquement un crime contre l'esprit, en même temps qu'un crime contre l'humanité pensante. Et il pensait que l'exception culturelle, dont Philippe Etty se caractérise encore actuellement, était ni plus ni moins du ressort d'un nationalisme complètement suranné et désastreux. C'était du tribalisme, et évidemment c'était s'opposer au libre-échange des idées, comme les socialistes aiment tant et les étatistes de tout poil s'opposaient au libre-échange dans d'autres domaines. Et puis, je ne peux pas non plus passer sous silence tous ces engagements contre ce qu'il appelait, je le cite, la spoliation fiscale,
à tel point, bon, je ne vais pas vous infliger cette lecture, à tel point qu'au moment de son décès, j'espère d'avoir pensé à l'apporter, oui je l'ai, j'avais, c'était dans le Cri du contribuable, donc la revue de contribuables associés, la célèbre association, fait tout un recueil de toutes les saillies revéliennes contre la fiscalité, n'est-ce pas? J'en ai relevé des dizaines et des dizaines. Et pour lui, la fiscalité, c'est sans doute la pire oppression qui puisse exister sur Terre. Ce n'est pas l'ennemi absolu de l'État en tant que contribution à un minimum de choses publiques, mais dès lors que ça dépasse un seuil qui pour lui est assez réduit, c'était évidemment l'antichambre de l'enfer. Si on revient là-dessus, je vous donnerai lecture de quelques passages tout à fait délicieux. Mais il y a quelque chose qui était intéressant, mais là on va passer à un dernier thème qui était cher à Jean-François Revel et qui m'est cher également, c'était la verdeur et la vigueur tout à fait iconoclaste du vocabulaire qu'il employait. Par exemple, lorsqu'il parle de l'État-providence, lorsqu'il parle de la distribution, il dit que, au fond, ça revient que ceux qui en sont les bénéficiaires, je l'ai dit au moins deux ou trois fois, sont ni plus ni moins que des scrofuleux. Alors, dire que tous ceux qui bénéficient des largesses sociales de l'État, n'est-ce pas, sur laquelle on se penche tant actuellement, sont des scrofuleux, il fallait faire, je ne connais personne d'autre qui ait osé le faire. Il y a également ces expressions délicieuses avec lesquelles Revel s'en prenait au socialisme en parlant, je le cite aussi, de l'étatisme sauvage. Évidemment, tout le monde ne connaît que le libéralisme sauvage. Eh bien, Revel avait inventé l'étatisme sauvage que nous connaissons malheureusement tous. Alors, peu à peu, Revel s'est orienté vers aussi un autre champ de bataille. C'est ça qui est intéressant, parce que c'est le Revel grand libéral politique, au sens défini tout à l'heure, qui s'y exprimait. Alors, avant d'en venir là, je vais tout de même faire un point important sur ce logiciel qui, d'une part, l'a préservé du communisme, au contraire de beaucoup d'intellectuels français. Il n'a jamais été communiste. Dans ses mémoires, il a dit « Si, j'exagère, j'ai été communiste 3 jours. » C'était en 1945 parce qu'un de mes amis de la résistance, parce qu'elle a fait une très courageuse résistance contre les nazis et le pétainisme, m'avait inscrit à l'insu de mon plein gré au Parti communiste. Donc 3 jours après, je reçois une convocation pour la prise de carte, etc. Et au bout de 5 minutes, je me suis enfui, épouvanté, en croyant tomber dans un asile de fous ou dans l'enfer de Dante, n'est-ce pas? Donc ça a duré 3 jours, et encore une fois, il n'en avait pas été conscient. Donc ce logiciel qu'il a protégé, je le disais tout à l'heure, c'est une sorte de religion, mais une religion bien paradoxale. C'est pourquoi d'ailleurs c'était un très grand journaliste. C'est la religion du fait. Loin de lui d'être l'adepte, vous savez, de ce qui est tellement répandu par le relativisme intellectuel et culturel actuellement. Vous savez que désormais, il n'y a plus de faits, il n'y a que des opinions. Les faits sont des constructions sociales, n'est-ce pas? Par conséquent, il faut les déconstruire. Nous ont conseillé tous les philosophes de la French théorie, c'est presque la French Connection sur le plan intellectuel, les Lyotard, les Deleuze, les Foucault, etc. Eh bien, pour Revel, il n'en était rien. Lorsqu'on voulait bien s'en donner la peine, les faits crevaient les yeux, il fallait les chercher, il fallait les restituer. Il pensait également qu'on pouvait facilement arriver à une connaissance objective des faits. C'est pourquoi d'ailleurs il a publié un ouvrage qui s'appelle « La connaissance inutile ». Lorsque la connaissance n'essaie pas d'approcher d'une relation objective avec les faits, et rien n'est plus facile, eh bien, ça ne servait rigoureusement à rien. Non seulement ça ne servait à rien, mais ça servait surtout à égarer les esprits. Et c'est en liaison avec cette religion du respect des faits. Or, respecter les faits, ça veut dire les admettre, même lorsqu'ils vont contredire nos chères convictions et nos chères théories. C'est bien facile de dire que les autres ne respectent pas les faits. C'est peut-être aussi une leçon à retenir de temps en temps pour les libéraux également, qui ne sont pas de divine extraction, et auxquels il arrive également de ne pas tout à fait respecter les faits. Pour Revel, ça valait pour tout le monde.
pour lui-même et ce qu'il a appliqué pendant toute sa vie. C'est par religion du respect des faits qu'il s'est détaché du socialisme et en est venu, parce qu'en effet, ce qu'il constatait crevait les yeux, mais dans le sens inverse de ce que prétendaient les collectivistes et autres marxistes. Est lié d'ailleurs à cette religion du fait, parce que qu'est-ce qui s'oppose au respect et à l'établissement des faits? C'est quelque chose de bien connu, à condition qu'on l'utilise dans sa véritable acception, c'est l'idéologie. Et peut-être autant qu'au communisme et au socialisme, Revel s'est attaqué tout au long de sa vie à l'idéologie. Comment se fait-il que la plupart des individus adhèrent à des systèmes clos, souvent délirants, qui passent leur temps à manipuler les faits? Est-ce que c'est parce que on a tellement besoin de certitude qu'on est prêt à voler n'importe quoi et à dénaturer le réel dès lors que ça nous choque? C'était sa conviction. Personnellement, ça m'apparaît pratiquement aussi important que son engagement contre le collectivisme et l'étatisme, parce qu'évidemment, c'est lié, à condition qu'on en fasse une application sans inclusive. Alors, c'est dans La connaissance inutile, en 1988, qu'on a le secret de son évolution, avec tout ce qu'il dit, donc c'est une analyse extrêmement pointue du phénomène idéologie. Ça se conclut d'ailleurs, c'est à la fin du chapitre 9, il dit, mais malheureusement, chez les êtres humains, il y a une sorte d'inévitable, pour la plupart d'entre eux, un inévitable besoin d'idéologie, allié au besoin de vérité, au besoin de certitude. Vivre dans l'incertitude, c'est quelque chose d'insupportable pour beaucoup d'esprits faibles et chancelants. Alors voici ce que disait Revel. Alors qu'est-ce que c'est que l'idéologie? C'est notre capacité d'implanter dans notre esprit des explications systématiques du réel, ce qu'on nomme donc l'idéologie, sorte de machine à trier les faits favorables à nos convictions et à rejeter les autres. Il dit d'ailleurs, dans le même passage, c'est l'ennemi intérieur de l'objectivité. Parce que vous savez que chez les journalistes, c'est un lieu commun de dire non, on ne peut pas, au mieux on peut être honnête, mais certainement pas objectif. Vous savez ce qui se passe lorsqu'il y a des manifestations, où pour les uns il y en a 1000, puis pour les autres 10 000, alors que pour quelqu'un rationaliste comme Revel, et en toute modestie comme moi-même, eh bien, si on se donnait la peine de compter, en immobilisant les choses, on saurait exactement combien il y a de manifestants. Ça peut être 2012, etc. Mais on peut le savoir si on le veut. C'est parce qu'on ne veut pas le savoir que les organisateurs de manifestations nous proposent des chiffres délirants et que la police, au contraire, minore complètement les choses. Donc on peut le savoir absolument, par exemple, en prenant une photo satellite, en dénombrant les choses, en analysant les vues. Tout peut être objectivement établi si on le veut bien, si on prend la peine de le faire. À la page 201, il dit ceci également. La puissance de l'idéologie trouve son terreau dans l'incuriosité, le contraire de la curiosité humaine pour les faits. Cette préférence pour l'idéologie ne s'expliquerait pas si le besoin de connaissance, de découvrir, d'explorer le vrai animait autant que le dit notre organisation psychique. Alors vous voyez que là, on a totalement quitté le registre de la politique, on est dans le registre de l'anthropologie. Comment fonctionne l'esprit humain? Est-ce que l'esprit humain désire autant la vérité? On a souvent prétendu, par ailleurs, que les êtres humains ne recherchent peut-être pas autant qu'on le croit la liberté. Revel ajoutait, peut-être qu'ils ne recherchent pas autant qu'on le croit la vérité non plus. Ils préfèrent quelque chose d'autre, donc on appelle l'idéologie. Et il ajoute, l'histoire nous l'enseigne, si l'homme déploie une intense activité intellectuelle, c'est pour construire de vastes systèmes explicatifs, aussi verbaux qu'ingénieux, qui lui procurent le calme de l'esprit dans l'illusion d'une compréhension globale. L'idéologie a peut-être pour caractéristique principale l'imperméabilité à l'information en vue de la protection d'un système interprétatif. Voilà. Et c'est lorsqu'il s'est aperçu de cela qu'il l'a validé sur lui-même en essayant justement, quitte parfois, à aller contre son propre camp, ce qui est sans doute la marque du véritable intellectuel, savoir aller en sens inverse si jamais les faits vont contre notre conviction. Alors qu'est-ce que ça a déclenché, cette passion des faits et cette critique acerbe et dévastatrice de l'idéologie? Eh bien, Revel a changé de PCF.
Alors, le PCF, c'est le Parti communiste français, qui survit à l'état, vous savez, de miniature pour musée actuellement, bien qu'il soit diffusé un petit peu dans toute la gauche, ou en tout cas la gauche de la gauche. Alors, l'autre PCF, c'est le politiquement correct à la française. Puisque, à partir de 1985-90, Revel a compris qu'il y avait un autre monstre qui surgissait dans le paysage intellectuel et idéologique français, et européen et mondial. C'est le politically correct, le pitchy pour les Américains, à condition qu'on ne fasse pas, comme c'est devenu la mode actuellement, qu'on ne qualifie pas ce qu'on n'aime pas de politiquement correct. Parce que maintenant, vous avez, par exemple, Mélenchon peut condamner tout à fait le politiquement correct, alors qu'il en est la principale incarnation et manifestation. Donc c'est bien le politiquement correct au sens américain originel, c'est-à-dire, là, on part dans une direction apparemment assez différente, le multiculturalisme, le communautarisme, l'antiracisme, etc. Et Revel, plus de la moitié de ses chroniques ont été dirigées contre ce nouvel ennemi. Alors ce qui est intéressant, c'est que, là il faut que je retourne maintenant, parce qu'il y a des citations tout à fait extraordinaires de sa part, c'est lorsque il se demande, pardon, j'ai déjà trouvé ceci, à partir de 85, c'est à partir de cette pseudo-événement qu'on a commémoré, enfin, que certains ont essayé de commémorer il y a peu de temps, la marche des beurs en 83, et il y a quelque chose de merveilleux qui avait été concocté par le puissant cerveau mitterrandien, c'était SOS Racisme, là aussi qui survit à l'état que vous savez. Et dès que SOS Racisme a surgi en 83 dans le paysage français, Revel a crié à l'imposture, c'était une manipulation politico-idéologique, et son argument central c'était que c'était un antiracisme dévoyé et à sens unique, parce qu'évidemment, comme beaucoup d'entre nous, il est sincèrement antiraciste, et cet antiracisme avait uniquement soit pour but d'égarer l'opinion publique, soit d'arriver à attiser l'extrême droite. Donc c'était intégré au centre d'une vaste manipulation, et c'est à cette époque-là, donc au début des années 90, qu'il écrit par exemple ceci dans l'une de ses chroniques du Point. On se demande souvent quelle idéologie, où est le lien que j'établis, on définit d'abord l'idéologie, cet ennemi public de l'esprit humain, et maintenant on se demande comment ça fonctionne et quels sont ses champs d'application. Donc on sait que le premier champ d'application, on a parlé pendant tout le début de mon exposé, c'était le socialisme, et il écrit ceci. On se demande souvent quelle idéologie va remplacer le socialisme. Mais elle est déjà là sous nos yeux, c'est l'antiracisme. C'était la grande réussite du socialisme que de détourner des problèmes socio-économiques, non seulement qu'il ne pouvait pas résoudre, mais qu'il aggravait à chaque fois qu'il prenait une décision, et donc de diriger, vous savez à quel point, encore actuellement, le pseudo-combat, pseudo-antiraciste demeure la marque de fabrique du socialisme, ou plutôt des héritiers de ce qu'était le socialisme, dans la mesure où, ayant renoncé aux nationalisations, il a bien fallu remplacer par autre chose. Alors, je voulais vous donner lecture, si j'y arrive. De quand, ça C'est de... Je l'ai noté quelque part, c'est du printemps 92. Printemps 92. Voilà. Alors évidemment, on se dit quelle idéologie va remplacer le socialisme. C'est à cette époque-là que le socialisme commence à vaciller. Vous savez que les élections qui ont suivi en France ont vu l'arrivée d'une majorité que je ne sais pas comment qualifier. Enfin, c'était pas le Parti socialiste, c'était les autres, que parfois on qualifie de droite. En tout cas, c'était dans l'air que le socialisme commençait à avoir fait son temps. Alors il y avait quelque chose d'autre, mais je suis en train de chercher, je suis dans tous mes papiers, pour savoir si je vais parvenir à le... Ah oui, tiens, j'ai oublié ce passage. Quand je vous disais que dans le... Je reviens un tout petit peu en arrière, mais je ne peux pas résister au plaisir de vous en donner un tout petit peu de lecture. Vous savez qu'il y a un maître mot qui provoque le consensus de toutes les formations politiques en France, c'est la chasse à l'exclusion. Le seul désaccord entre l'extrême gauche et l'extrême droite, la gauche et la droite, c'est les autres qui ont créé l'exclusion, et nous,
nous saurons y mettre fin. Vous savez que maintenant, Marine Le Pen ne cesse de bavarder à propos de l'exclusion. Elle essaie évidemment de racoler des voix de ce côté-là. Eh bien, il y a au moins quelqu'un en France, un seul, c'était Revel, qui a dit que cette idée d'exclusion était la pire stupidité qu'on ait jamais proférée sur Terre. Alors j'ai apporté une chronique dans Le Point, ça s'appelle « Tous ces exclus ». N'est-ce pas? Alors il y a quelques passages qui sont tout à fait délicieux, je vous en lis un tout petit peu. Lorsqu'un terme, puisqu'il commence par montrer qu'il y a des exclus dans tous les domaines, le délinquant est un exclu, le raté sexuel est un exclu, etc., etc. Celui qui échoue à l'école est un exclu, et ainsi de suite. Lorsqu'un terme veut tout dire, il ne veut plus rien dire. Nous assistons ainsi à l'apparition d'un type humain nouveau, qui est l'exclu, avec un E majuscule naturellement, qui est l'exclu devant l'éternel. L'exclu en soi, même quand c'est lui qui chasse les autres. L'émergence du mot exclusion dans un discours est désormais le signe sûr du zéro absolu de la pensée. Voilà. Oui, alors vous dire, bon, est-ce que c'est en tant que libéral? Moi je pense d'ailleurs, c'est quelqu'un qui ne veut pas s'en laisser compter à propos du libéralisme en politique et qui refuse de prendre les vessies pour les lanternes. Alors vous n'aurez pas oublié que je suis en train de chercher quelque chose d'autre, mais je n'arrive plus à le retrouver. C'est lorsque il se demande comment, moi je veux le dire de mémoire, si les dieux sont avec moi, je le retrouverai. Lorsqu'il se demande, c'est au sujet de la tentation totalitaire. Ce qu'il affirme, donc, dès le livre, qui lui-même s'appelle La tentation totalitaire, c'est que cette tentation totalitaire, ce n'est pas quelque chose de superficiel, ce n'est pas quelque chose de transitoire, de passager, elle est au cœur de l'esprit humain. Et la conclusion, c'est que jamais elle ne disparaîtra. Le seul problème qui se pose à celui qui observe attentivement les faits et qui essaie de s'écarter des lunettes déformantes de l'idéologie, c'est sous quelle nouvelle forme la tentation totalitaire va ressurgir. Et évidemment, lorsqu'il parle de l'antiracisme, pour lui, c'était l'un des nouveaux visages de la tentation totalitaire, de même qu'évidemment, il a eu le temps d'assister à la naissance de l'écologisme, c'était également l'un des nouveaux visages de la tentation totalitaire. Et l'autre versant du soi-disant et dévoyé antiracisme, c'est donc l'adhésion au multiculturalisme, au fait que toutes les cultures sont égales, doivent être également tolérées, c'est ce que d'autres auteurs comme Pascal Bruckner, Finkielkraut ou bien Taguieff, même un certain nombre d'intellectuels de gauche ont condamné, c'est lorsqu'on prêche l'hyper-tolérance, dans cette sorte de... Derrière tout cela, dit Revel, il y a une tentation totalitaire qui est également en train de s'affirmer. Ce qui fait que, vous le voyez, le libéral intégral qu'il était évidemment non moins implacable et impitoyable avec tout ce qui ne ressort pas strictement de l'économie, du politique ou du social, mais qui est davantage situé dans le domaine du culturel, mais qui fait presque davantage maintenant les gros titres de l'actualité, comme quoi il ne fallait pas lui en compter. Écoutez, je fais une dernière tentative pour savoir si je retrouve mes citations, sinon vous devrez me faire confiance et croire ma parole. Sinon, là, je suis revenu aux libéraux. Alors, est-ce que ça a pu passer? Alors, attendez, je crois que j'ai retrouvé ce que je cherche. Est-ce que c'est ça? Non, c'est encore les impôts. Bon, écoutez. Oh, bah si, dites-nous sur les impôts. Voilà, croyez-moi sur parole, je le reverrai avec des références précises tout à l'heure. Donc, c'est ce parcours, comment dire, presque multiforme, mais avec tout de même une unité d'inspiration forte que je voulais vous montrer et vous amener à apprécier chez Revel. Ma conclusion, en fait, c'est que si Revel vivait actuellement, sans doute il aurait une nouvelle tentation totalitaire à se mettre sous la dent. Pour moi, c'est ni plus ni moins que ce qu'on appelle couramment maintenant le souverainisme. Vous savez que le souverainisme, c'est le principal réservoir d'antilibéralisme
virulent, n'est-ce pas? Je ne cesse de lire sur la plume de gens bien connus, dont le célèbre Éric Zemmour n'est pas le moindre, n'est-ce pas? Des condamnations du libéralisme qui valent ce qu'on trouvait dans l'humanité il y a 20 ou 30 ans. Donc le souverainisme étant ni plus ni moins que l'autre manière de nommer le nationalisme le plus borné, le plus étroit, évidemment, c'est quelque chose que Revel avait toujours condamné. Et puis, j'ai une bonne nouvelle pour la fin. Dans le cadre de mes efforts pour ressusciter la pensée de Revel, et Revel lui-même, je suis en train de préparer, avec la direction du Point, la publication d'un nouveau recueil de chroniques de Revel, paru dans Le Point. Il y en a eu plus de 400, donc avec Sébastien Le Foll, le directeur très libéral d'ailleurs de la rédaction du Point. On va faire un tri ensemble, une coédition probablement entre Le Point et Les Bellettes pour remettre à nouveau des textes. Et je tiendrai absolument à ce qu'il y ait tous des exclus et des choses comme ça pour tout de même un petit peu animer l'ambiance et voir ce que c'est qu'un véritable pamphlétaire. Mais j'espère vous avoir montré ce soir que lorsque Revel était décédé fin avril 2006, souvent c'est dit que c'était un pamphlétaire de talent, etc. Il n'a pas été qu'un pamphlétaire de talent. Il a été avant tout, c'est ce que montre bien l'ouvrage de Philippe Boulanger, un penseur d'envergure, un grand penseur libéral, sans doute un penseur à la hauteur de Aron, mais au libéralisme sans doute beaucoup plus franc du collier que celui d'Aron. Et évidemment, on dit toujours que nul n'est irremplaçable, mais moi j'attends toujours qu'il soit remplacé. Merci. Merci, Alain, et bravo pour ce magnifique et passionnant flashback qui m'éclaire, qui je pense